Chers élèves et chers étudiants, donc bienvenue dans un exercice sur l'optique géométrique. Donc c'est un exercice que j'ai reçu de la part d'un élève de sciences maths, donc c'est bac sciences maths, mais c'est aussi un exercice qui peut être fait par les élèves du DEC. C'est exactement le même niveau de difficulté. Donc cet exercice consiste à dire, donc vous avez ici un cube formé d'un matériau d'indice grand N, et vous avez ici un milieu d'indice petit n. Donc, un rayon incident ici, on vous demande quelle est la relation entre grand N et petit n pour que ce rayon incident sort par la face BC. Donc, voilà l'énoncé détaillé. Donc, soit un cube de verre d'indice n, le cube de verre d'indice n, celui-là, d'accord, sur lequel on place un échantillon d'indice petit n, l'échantillon d'indice petit n, celui-là, d'indice petit n, est tel que petit n est inférieur à grand N. En un point I de l'interface entre l'échantillon et le cube, on fait arriver un faisceau incident pouvant prendre toutes les directions possibles. Donc vous avez un rayon incident, tel que I1 peut avoir n'importe quelle valeur. Question, montrer que pour que le rayon sorte de la phase BC, ce rayon incident, pour qu'il sorte quelque part de la phase BC, on doit avoir cette condition obligatoire. Et après, deuxième question, si I égale à pi sur 2, l'angle d'incidence égale à pi sur 2, montrez que l'angle de réfraction du rayon sortant pour la phase BC toujours, vérifiez la relation sinus alpha est égal à racine carrée de n au carré moins petit n au carré. Et enfin, en mesurant alpha, déterminer l'indice petit n de cet échantillon, sachant que l'indice de verre est à 1,5. Donc voilà l'exercice. Je vous donne les indications nécessaires pour faire l'exercice. Ensuite, je vais faire le corrigé détaillé. Comme d'habitude, je vous conseille toujours de ne pas voir le corrigé, de bloquer la vidéo ou de quitter, de noter l'énoncé, faire votre propre recherche avant de regarder la solution. Mais auparavant, voilà quelques informations. Deux choses à savoir d'abord en optique géométrique. Quand je passe d'un milieu d'indice N1 vers un milieu d'indice N2, je vais avoir deux cas. Soit N1 est plus petit que N2, soit N1 est plus grand que N2. On dit que la lumière passe d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent ou inversement. Donc, et bien sûr, vous avez les relations de l'optique géométrique. N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Donc, si N1 est plus petit que N2, obligatoirement I1 va être plus grand que I2. Ça veut dire quand je passe d'un milieu d'indice plus petit vers un milieu d'indice plus grand, le rayon se rapproche de la normale. I2 est plus petit que I1. I2 est plus petit que I1. Voilà la normale. La normale, la normale, voilà la normale à la surface qui sépare le milieu 1 et le milieu 2. D'accord? Donc, vous avez toujours I1 qui est supérieur à I2. Donc, le courant se rapproche de la normale. Si N1 est plus petit que N2. Comme conséquence, ça veut dire quel que soit le rayon incident, vous avez toujours un rayon réfracté. Deuxième cas, N1 supérieur à N2. Si N1 est supérieur à N2, d'après cette relation, obligatoirement, on doit avoir I1 qui doit être plus grand que I1 plus petit que I2. D'accord? Ça veut dire que si j'envoie de la lumière avec un rayon I1, voilà le rayon I2. Il est supérieur à I1. Ça veut dire le rayon réfracté dans le milieu 2 s'éloigne de la normale. Conséquence, ça veut dire à un certain moment, ce courant I2 va être égal à pi sur 2. Et dans ce cas, on parle que l'angle d'incidence limite. Ça veut dire que si j'envoie de la lumière avec un angle supérieur à I limite, je vais avoir, par exemple un rayon ici, je vais avoir réflexion. Réflexion et non pas réfraction. Je vais avoir réflexion et non pas réfraction. Voilà ce qu'il faut savoir d'abord avant de démarrer. Donc là, si vous êtes dans le cas où N1 est supérieur à N2, on a dit que le rayon s'éloigne de la normale.
Ça veut dire à un certain moment, le rayon I2 va être égal à pi sur 2. Et l'angle pour lequel le rayon réfracté est égal à pi sur 2, c'est ce qu'on appelle l'angle limite. Ça veut dire si j'envoie de la lumière avec un angle supérieur à l'angle limite, je vais avoir réflexion et zéro réfraction. Et bien sûr, pour obtenir la valeur de cet angle limite, dans la relation N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2, on va prendre I2 égale à pi sur 2. Ça veut dire sinus I1, N1. Bon, par exemple, je passe d'un milieu d'indice N1 vers un milieu d'indice 1. Je vais avoir N1 sinus I limite est égal à N2 qui est 1 fois sinus pi sur 2 c'est 1. Donc l'angle limite, si je passe d'un milieu d'indice N vers l'air qui est d'indice 1, cet angle limite est donné par sinus I limite égal à 1 sur N. Voilà ce qu'il faut savoir. Revenons à l'exercice. Donc j'envoie de la lumière d'indice N vers un milieu d'indice grand N, sachant que petit n est inférieur à grand N. Donc ici, je vais avoir toujours un rayon réfracté, quelle que soit la valeur de I1. Et il y aura toujours un rayon réfracté. Maintenant, on suppose, parce que la condition qu'on vous demande de chercher est nécessaire mais pas suffisante, on suppose que si l'angle arrive sur BC, quelles conditions doit vérifier petit n et grand N? Donc si le rayon réfracté arrive sur BC, là, au contraire, je pars d'un milieu d'indice grand N vers un milieu d'indice 1. Avec grand N, bien sûr, est supérieur à 1. Donc dans ce cas, le rayon va s'éloigner de la normale. Donc ça veut dire qu'il existe un angle I limite, étroit, limite, au-delà de laquelle le rayon ne va pas sortir de la face BC, il va être réfléchi. On va avoir réflexion. Et quand est-ce qu'on aura réflexion? Si étroit est supérieur à I limite. Voilà ce qu'il faut savoir, d'accord? Si étroit est supérieur à I limite. Donc, on va essayer de déterminer la condition avec ça. Donc, si je passe la loi de Snell et Descartes entre le milieu d'indice N et l'air, je vais avoir N sinus étroit. Étroit, c'est l'angle d'incidence sur ce dioptre, est égal à 1 fois sinus I4. D'accord? Voilà. Donc, si R2 arrive sur la face BC, pour que le rayon sorte de la face BC, il faut que ce angle étroit soit plus petit que l'angle limite. Or, pour obtenir l'angle limite, il faut que le rayon qui sort ici sort parallèlement à l'interface. Ça veut dire l'angle maximum pour que le rayon arrivant sur la face BC soit réfracté et non pas réfléchi, c'est l'angle qui est défini par quoi? Par la relation n fois sinus I3 limite doit être égal à 1 fois sinus pi sur 2. Sinus pi sur 2 c'est 1 parce que l'indice ici c'est 1. D'accord? Donc sinus I3 limite, ce sera 1 sur grand N. Voilà le maximum de la valeur I3 pour que le rayon soit réfracté sur la face BC. Donc, une fois on a déterminé la condition sur I3, on va déterminer la condition sur I2 et par conséquent déduire la condition sur I1. Voilà. Donc, pour que le rayon sorte de la phase BC, il faut que I3 soit plus petit que l'angle limite, qui est défini par sinus I3 est égal à 1 sur grand N, qu'on vient de dire. Or, si vous regardez ce triangle-là, vous voyez bien que I3 plus I2 est égal à pi sur 2. I3 plus I2, c'est égal à pi sur 2. Voilà. Donc, si I3 est plus petit qu'un angle limite, d'accord, I3 plus I3 égale à pi sur 2, ça veut dire I2 égale à pi sur 2 moins I3. Donc, pour avoir réfraction, il faut que I3 soit inférieur à une condition. Ça veut dire I2 doit être supérieur à une condition. Ou bien de dire tout simplement, puisque I3 est inférieur à I3 limite, donc moins I3, on va utiliser l'encadrement, moins I3 est supérieur à moins I3 limite, j'ajoute pi sur 2 des deux côtés. Or, pi sur 2 moins I3, c'est I2. Donc, ça veut dire I2, voilà, j'ai retrouvé la condition sur I2.
Donc, I2 doit être supérieur à pi sur 2 moins I3 limite. Maintenant, puisque j'ai déterminé la condition sur I2, je vais appliquer les lois de Snell et Descartes. Hein? Je sais que sinus I2 doit être supérieur à sinus I3 limite. Donc, ça, sinus pi sur 2 moins I3 limite, pardon. Donc, I2 est supérieur à pi sur 2 moins I3 limite. Donc, sinus I2 est supérieur à sinus. J'applique tout simplement sinus. Ça veut dire que sinus, bon, je vais diminuer. Ça veut dire que sinus I2 est supérieur, sinus pi sur 2 moins alpha, c'est cosinus alpha. Donc, cosinus I3 limite. Or, cosinus alpha, c'est racine carrée de 1 moins sinus carré alpha. Sinus carré de I3 limite. Donc, sinus I2 doit être supérieur à racine carrée de 1. Or, sinus I3 limite, c'est 1 sur n. 1 sur n au carré. Voilà. Or, maintenant j'applique la loi de Snell et Descartes pour cette étape-là, quand je passe d'un milieu d'indice petit n à un milieu d'indice grand N, j'ai I1, j'ai I2 ici. Or, petit n, je vais changer de couleur, petit n fois sinus I1 est égal à grand N fois sinus I2. Donc, n sinus I1 doit être supérieur, puisque sinus I2 est supérieur, donc doit être supérieur. N sinus I2, donc je multiplie ici par grand N, n sinus I2 est supérieur à n racine carrée de 1, donc ça veut dire n sinus I1, lui aussi, il est supérieur à n racine carrée de 1 moins 1 sur n au carré. Bon, je vais introduire n sur racine carrée de x, par exemple, c'est racine carrée de n au carré fois x, hein, quand j'introduis n. Et ça, c'est égal, si j'introduis n à l'intérieur de la racine, ça sera racine carrée de n au carré moins 1. Voilà, racine carrée de n au carré moins 1. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a déduit? Donc, n sinus I1 est supérieur à racine carrée de n au carré moins 1. Soit, sinus I1, n, pardon, parce qu'on cherche la condition sur n est supérieur à racine carrée de n au carré moins 1 sur sinus I1. Là aussi, il y a une petite astuce. Le fait que sinus I1 est toujours plus petit que 1, donc 1 sur sinus I1 est plus grand que 1. D'accord? Donc, si vous avez ça, c'est 1 sur sinus I1. Donc, je peux l'écrire 1 sur sinus I1 fois racine carrée. Donc, si vous avez x fois y, alpha est supérieur à x fois y, si x est supérieur à 1, donc ça veut dire x fois y est obligatoirement supérieur à y. Alors, vous avez par exemple alpha est supérieur à 6, ça veut dire alpha est supérieur, 6 c'est 3 fois 2, donc ça c'est supérieur à 3 et supérieur à 2, d'accord? Donc c'est 1 sur sinus I1 est supérieur à 1, donc n qui est supérieur à racine carrée de n au carré moins 1 sur sinus I1, puisque 1 sur sinus I1 est supérieur à 1, donc ça c'est supérieur automatiquement à racine carrée de n au carré moins 1. D'accord? Donc là, vous avez n est supérieur à 1 sur sinus I1, donc je peux l'écrire plutôt pour mieux le comprendre ceci, je vais l'écrire 1 sur sinus I1 fois racine carrée de n au carré moins 1. Voilà. Donc puisque ce terme il est supérieur à 1, donc vous avez n est supérieur à un nombre qui est supérieur à 1 fois x, donc obligatoirement il est supérieur à x. Et c'est exactement la condition qu'on vous demande de montrer. Donc soit petit n est supérieur à racine carrée de n au carré moins 1. Donc voilà, pour que le rayon sorte, obligatoirement on doit avoir petit n supérieur à racine carrée de n au carré moins 1. Bien, voilà. Maintenant, on vous dit si i égale à pi sur 2, bon, si i égale à pi sur 2, ça veut dire j'envoie de la lumière ici avec un rayon incident de pi sur 2, hein, pi sur 2, voilà. Donc, bien sûr, il suffit d'appliquer la loi de Snell et Descartes. Si, donc, n fois sinus pi sur 2, 1 est égal à n sinus I2, d'accord? Puisque I2 plus I3, c'est pi sur 2, hein, c'est pi sur 2. Donc, sinus cet angle, c'est cosinus de cet angle. Donc, il est égal à n cosinus I3.
Et d'autre part, la loi de Snell et Descartes ici, bon, on a appliqué la loi de Snell et Descartes là, au point A par exemple, on va l'appliquer au point B. N sinus étroit est égal à sinus alpha, parce que l'indice ici c'est 1. Donc sinus alpha est égal à N fois sinus étroit. Et sinus étroit, c'est racine carrée de 1 moins cos carré étroit. D'accord? Donc, or, cosinus de étroit, c'est petit n sur grand N. Donc, c'est grand N, racine carrée. Voilà, j'introduis grand N, ça sera n carré moins petit n carré. Voilà la relation qu'on vous demande de montrer. Donc là, c'est plus simple. D'accord? Donc, sinus alpha, c'est racine carrée de n carré moins n. Là, il suffit tout simplement dans cet exercice de voir que cet angle-là est 2 et cet angle-là est 3 parce que ça, c'est la normale à cette surface et là, c'est la normale à cette surface. Ça veut dire ces deux angles-là, ils doivent être perpendiculaires. C'est de droite, c'est de normale. Donc, I3 plus I2 égale à pi sur 2. Voilà la relation fondamentale. Bon, après, bien sûr, on vous demande une question. Si on connaît la valeur de alpha, bien sûr, et si je connais la valeur de petit n, je vais déduire la valeur de grand N. Donc, voilà. Pour cet exercice, j'espère que c'est clair. N'oubliez pas, bien sûr, de me laisser des commentaires, des questions. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.